Mesdames et messieurs, bonsoir et bienvenue dans Actu Week, votre magazine qui retrace les faits qui ont marqué la semaine. Au sommaire, le ministère de l'Administration, du Territoire et de la Décentralisation a bénéficié cette semaine de matériel et outils informatiques pour la mise en œuvre du programme national de recensement administratif à vocation d'état civil à PNR avec un appui des partenaires techniques. Plus de détails à suivre. Nomination et installation des conseils de quartier et de district. Les acteurs sociopolitiques restent divisés sur la question. Pendant que certains apprécient entièrement la démarche, d'autres rappellent que le choix doit refléter l'aspiration des citoyens à la base s'il n'y a pas un calcul politique. Pour le reportage de la semaine, nous parlerons aussi de santé avec l'utilisation irrationnelle du tramadol, cet antidouleur devenu nuisible pour beaucoup de jeunes à cause du mode de consommation. L'avis d'un spécialiste sur le danger de cette pratique, c'est dans ce magazine. Voilà pour le sommaire. Encore bonsoir. Dans le cadre de la mise en œuvre du PNR avec Programme national de recensement administratif à vocation d'état civil, NDI et IFES mettent à disposition des matériels et des outils informatiques à titre de contribution. C'est sur financement de l'USAID. Le ministère de l'Administration du Territoire et de la Décentralisation en est le bénéficiaire. La remise officielle a eu lieu ce lundi à Conakry à travers une cérémonie organisée à cet effet. Ansoubaï Le Baldé. C'est une rencontre à double sens qui a eu lieu au ministère de l'Administration du Territoire et de la Décentralisation. Il était question dans un premier temps de la remise officielle du matériel et des équipements informatiques au PNRAVEC, ensuite le lancement de la campagne d'éducation civique et électorale, une action collective NDI et IFES avec le financement de l'USAID, le tout dans le cadre de la mise en œuvre du chronogramme de la transition. Parmi les exemples d'activités que IFES et NDI soutient dans le cadre de l'éducation civique électorale, on peut citer par exemple la formation des 132 animateurs d'éducation civique et électoraux par IFES provenant des CC, l'ANACIP et les jeunes ambassadeurs de la paix, et 540 éducateurs électoraux par NDI en collaboration avec 103 OAC partenaires répartis sur l'ensemble du territoire national. L'USAID soutient l'éducation civique et électorale parce que nous croyons que la démocratie ne repose pas seulement sur les lois ou les institutions. Elle repose sur le peuple. Je voudrais dire que le projet STEP qui accompagne sur les deux objectifs qui a été rappelé a parmi ses activités l'élaboration des outils d'éducation civique. Et cette élaboration a été faite dans un processus d'implication et d'inclusion qui a commencé d'abord par l'élaboration d'un document stratégique sur l'éducation civique qui a 3 axes, l'axe éducation de proximité, l'axe médiatique et l'axe digital. Le ministre de l'Administration du Territoire et de la Décentralisation, à ses côtés, son homologue de la jeunesse et des sports, a officiellement reçu les matériels donnés par les partenaires de la Guinée. Le général Ibrahima Khalil Condé a aussi lancé la campagne d'éducation civique et électorale. Je suis honoré de présider cette cérémonie solennelle de lancement de la campagne d'éducation civique qui vise à mobiliser les jeunes, les femmes et les personnes marginalisées afin de contribuer activement à la bonne conduite de la transition. Paix, démocratie et cohésion sociale est le thème du programme STEP. Des acteurs sociaux étaient présents à la rencontre. Comme annoncé au sommaire, des leaders politiques ne sont pas opposés à la désignation des conseils de quartier par les autorités de la transition. Le président du parti ADC BOC parle des anciens chefs de quartier à la solde de l'UFDG et du RPG Arc-en-Ciel. Quant au leader du PCDIC, le profit des personnes nommées doit refléter l'aspiration des citoyens à la base. Ansoubaï Le Baldé.
Dr Ibrahima Sori Diallo, président du parti ADC BOK, trouve nécessaire la désignation des conseils de quartier pendant cette transition. Le leader politique, membre de l'Union sacrée des formations et des coalitions des partis politiques, a nommément cité l'UFDG et le RPG Arc-en-Ciel qui, selon lui, avaient leurs représentants dans les quartiers. Tous les responsables des quartiers autres, ce sont les gens d'RPG. Et aujourd'hui, les 80%. Et sinon, si ce n'est pas l'RPG, ça ne peut être que l'UFDG. Vous voyez, donc nous n'avons pas trouvé ça mal du fait de les changer et de mettre de nouvelles têtes afin de redéfinir un peu la configuration pour qu'on vienne tous au même poids sur l'impact social au niveau de la communauté. Dans le même ordre d'idées, le président du Parti citoyen pour la défense des intérêts collectifs n'est pas opposé à la démarche des autorités. Hamidou Bari souhaite par ailleurs que ceux qui sont nommés soient des personnes de bonne moralité. Il y a des chefs de quartier de près de 70 ans qui sont déjà ineptes, qui sont là, inopérationnels, dans les quartiers sombres. Donc si aujourd'hui l'exécutif vient à aller vers renouveler ces différents quartiers, je salue l'initiative. Et je demande aux autorités de mettre un accent particulier sur le profil type de personnes qui doivent être nommées, pourvu que ces quartiers puissent sortir de l'ombre, pourvu que les besoins que ces quartiers doivent avoir, ces personnalités puissent se battre pour que ces quartiers ont cela, afin qu'il y ait beaucoup plus de lisibilité, afin qu'il y ait beaucoup plus de communication entre les différents riverains. À certains endroits, la nomination des conseils de quartier ne fait pas l'unanimité au sein des populations. Sur la nomination et l'installation des conseils de quartier et de district en cours, le président du mouvement des patriotes libéraux pense que les autorités de la transition guinéenne auraient mieux fait si elles avaient associé l'ensemble des forces vives dans le processus au lieu de se contenter qu'à des simples désignations. Il est au micro de Mamadou Tanouba. Moi, je pense que la méthode qui aurait pu donc rassurer, c'est si le ministère, en ayant enlevé ces chefs de quartier parce qu'ils ne jouent pas certainement leur rôle, et le processus de leur remplacement devait être, si vous voulez, inclusif. Les gens que vous enlevez là ont certes été choisis par voie électorale, même s'ils n'ont pas été élus par suffrage direct, mais par le fait de leur parti politique. Donc il faut impliquer toutes les entités politiques et sociales dans la remise en place de ces chefs de quartier. Les partis politiques ayant participé, oui ou non, à une quelconque élection, qui sont légalement constitués, on les invite. Les structures de la société civile qui sont légalement constituées et reconnues, on les invite. Et puis bon, puisque c'est le CNRD qui tient les rênes du pays pour cette transition, s'ils veulent peut-être désigner des gens, ils désignent aussi des gens, pour que tout ceci là se retrouve dans un cadre, et peut-être on peut mettre un système électoral par collectivité, on met en place un collège qui va diriger ces quartiers-là. Mais que ce soit des gens tous et à 100% désignés par le CNRD, sachant son mode de gouvernance actuel, ça pourrait bien s'aimer des doutes, et c'est du doute raisonnable, de mon point de vue, chez les politiques en ce moment. Cela se comprend. Et puis la semaine du soldat, c'est à partir de ce 25 octobre jusqu'au 1er novembre 2024, une période dédiée à la promotion de l'armée guinéenne en prélude de la célébration des 66 ans de son existence. Plusieurs activités sont prévues le jour de la fête de l'armée nationale, notamment le sport et la prestation artistique, entre autres. Ansoubaï Le Baldé. 66 ans d'existence, l'armée guinéenne sera célébrée le 1er novembre 2024. Ce jour-là, les hommes en tenue dans les garnisons du pays vont être en communion avec la population. Ce sera à travers des activités civilo-militaires, une manière de montrer l'harmonie et la cohésion qui caractérisent l'armée et les citoyens. Premièrement, dans le domaine de la santé, annonce le directeur général de l'information et des relations publiques des armées, Ansoumane Toumani Camara. Nous ferons des campagnes de sensibilisation sur la santé publique et sur l'hygiène. Il y aura également des dépistages. Ça peut être des dépistages oculaires, puisque la campagne est en cours à l'intérieur du pays. L'armée se mettra à la disposition de la population, c'est-à-dire je parle de la santé militaire, pour aider la population à améliorer
sa santé. Ce vendredi 25 octobre commence déjà la semaine du soldat. Jusqu'au 1er novembre, l'armée sera commémorée. Une marche pacifique sur 10 km est prévue le jour de la fête, selon Ansoumane Toumani Camara, directeur général de la DIRPA. Le peuple sera avec son armée pour marcher ensemble en uniforme. Tout le monde sera en blanc, en t-shirt blanc, pour marcher sur 10 km et venir terminer au palais du peuple, une manière de montrer la cohésion entre l'armée et son peuple. Les troupes artistiques feront également des prestations. L'armée toute entière, chacun en ce qui le concerne, va montrer ce qu'il peut faire pour le développement du pays. Vous n'êtes pas sans savoir qu'avec l'avènement du CNRD, les troupes artistiques et culturelles de l'armée ont été relancées. Je parle des ballets des armées, je parle du Super Boiro Band, je parle des aigles de la police, sans oublier les Amazones. Et toutes ces formations orchestrales et artistiques aujourd'hui ont préparé des choses pour montrer que l'armée est aujourd'hui présente dans tous les segments du développement national. Des décorations et des reconnaissances en faveur des anciens de l'armée guinéenne seront effectuées, promet Ansoumane Toumani Camara. Sous le thème « Les nouvelles frontières numériques de l'information, l'éducation aux médias et à l'information pour l'information d'intérêt public », la Semaine mondiale de l'éducation aux médias et à l'information a connu une rencontre d'échange ce jeudi à Conakry. Des professionnels de la presse et des acteurs de la société civile se sont donné rendez-vous dans le but de faire le diagnostic sur les méfaits des réseaux sociaux à l'ère du numérique. Il s'agit notamment de la désinformation à travers l'intelligence artificielle qui prend de l'ampleur dans la société mondiale. Ansobaï Le Baldé. Cette rencontre se tient à l'occasion de la Semaine mondiale de l'éducation aux médias et à l'information. Il est question pour les acteurs des médias et la société civile de parler des conséquences de la désinformation, la mésinformation et la malinformation sur la population. L'initiative est de la Direction nationale de la communication et des relations avec les médias privés. En organisant donc cette journée d'échange, notre direction ouvre un espace de dialogue et de réflexion entre gouvernants, journalistes, experts, acteurs de la société civile pour partager leurs expériences, identifier les obstacles et proposer des solutions concrètes pour renforcer ce que nous appelons l'éducation aux médias et à l'information. C'est en 2011 que l'UNESCO a institué cette semaine mondiale de l'éducation aux médias et à l'information. Selon le représentant du bureau régional de l'UNESCO en Guinée, des questionnements se posent au sein des populations mondiales sur l'utilisation de l'intelligence artificielle à l'ère du numérique. En 2023, 60% de la population mondiale, soit 4,75 milliards d'individus, se sont ainsi exprimés, informés, questionnés sur les réseaux sociaux. Mais il y a un paradoxe. Si la révolution numérique a permis de faire progresser la diffusion des idéaux démocratiques et la diversité des expressions culturelles, elle pose aujourd'hui de sérieux défis pour nos démocrates. Le ministre de l'Information et de la Communication a présidé l'ouverture des travaux de la rencontre d'échange. Fana Souma en a profité pour parler de la nécessité de l'initiative en faveur des professionnels de médias. L'éducation aux médias et à l'information permet à chacun de comprendre, d'analyser, d'utiliser les informations de manière responsable dans un monde de plus en plus interconnecté. Cette semaine mondiale, instituée par l'UNESCO, nous invite à réfléchir et à agir pour que nos citoyens soient mieux armés pour faire face aux défis du numérique. Place au reportage de la semaine. Le tramadol est un antidouleur très utilisé en Guinée. Hélas, ce produit est détourné de son traitement originel. De nombreux jeunes le mélangent avec d'autres produits dans le but de se droguer. Une action qui n'est pas sans conséquences sur leur santé. Pour en parler, notre reporter Mamadou Tanouba a rencontré un spécialiste. Suivez.
Le tramadol est un antalgique développé dans les années 1970. Il est classé dans la catégorie des analgésiques de niveau 2, catégorie comprenant également la codéine, les extraits d'opium. Ce médicament est utilisé pour soulager les douleurs selon Dr Kaman Grovogui, médecin à l'hôpital régional d'Antag Nord. Le tramadol soigne la douleur uniquement. Le tramadol n'est pas un médicament pour dire qu'il est là pour faire un traitement radical, non. Mais c'est un médicament qui vient soulager la douleur. Ce médicament est utilisé par beaucoup de jeunes aujourd'hui dans le but de se droguer. Ils le mélangent souvent avec des boissons énergétiques et d'autres produits. Les gens pensent que le tramadol aujourd'hui, comme avec son effet stupéfiant, ça fait que les gens utilisent dans ce sens-là pour se permettre de se faire comme s'ils veulent, et pourtant ça crée vraiment le problème à la santé. Donc c'est ce qui fait que normalement le tramadol devait être sur ordonnance avant que les gens ne dérivent. En Guinée, le tramadol fait partie des médicaments listés. Il ne se vend en pharmacie qu'à condition d'une ordonnance médicale, chose qui est loin d'être respectée. Normalement, le tramadol, ce sont des médicaments qui sont listés. Quand on dit médicaments listés, c'est-à-dire que ce sont des médicaments qu'on ne peut pas livrer à quelqu'un s'il n'y a pas d'ordonnance. Donc, on ne devrait pas aller dans une pharmacie pour demander « moi je veux tramadol » et puis qu'on vous donne. Normalement, tout pharmacien sait ça, tout médecin sait ça. Le tramadol est fortement déconseillé en cas de pathologie hépatique sévère et en cas de prise d'antidépresseurs, car le risque de syndrome sérotoninergique s'en trouve fortement augmenté. Dans l'actualité toujours à Dapompa, plateau 2, dans la commune de Tombolia, l'extraction de latérite et le bloc de terre dans un terrain de football est au cœur d'un scandale et d'une crise de confiance entre l'ancien conseiller de la jeunesse et les jeunes du quartier. Les derniers accusent Ibrahim Khalil Touré de détournement d'un montant de plus de 150 millions de francs guinéens. Cette somme de 7 mois de travaux versés par une entreprise devrait contribuer la part du bureau de la jeunesse pour doter le quartier d'infrastructures pour les jeunes. Des accusations que rejette le concerné qui taxe les jeunes d'être instrumentalisés. Réaction croisée dans ce reportage à Damara Bangoura. Le terrain de football au cœur du conflit était un domaine public en proie à des occupations anarchiques. En début d'année, le bureau du conseil de la jeunesse d'alors entreprend un contrat de décapotage de l'espace avec une entreprise qui sera chargée d'extraire de la latérite et de blocs de terre pour aménager les lieux. Les termes du contrat prévoient le prélèvement de 20 000 sur chaque chargement qui devrait être versé dans la caisse pour la jeunesse. Au bout de 7 mois d'extraction, comme beaucoup de jeunes du quartier d'Apompa Plateau 2, Fassali Traoré se voit refuser de toute information sur le budget généré. Le jeune leader dit ignorer la destination du fonds. Chaque camion fait 16 tours. Tu prends 16 fois 2, ça fait 32. C'est simple, par camion. Maintenant, si c'est 20 000, tu vas te retrouver, si tu multiplies les 20 000 par 32, tu vas te retrouver dans les 800. Maintenant, ils ont pris 7 mois. Quand tu prends 800 000 multiplié par 300 jours, tu te retrouves dans les 192 millions. Accusé par plusieurs jeunes du quartier d'Apompa Plateau, le président de l'ancien bureau de la jeunesse conteste ces chiffres. Ibrahim Khalil Touré, qui voit une dose de jalousie dans leur démarche, soutient qu'ils ne se reprochent de rien. Mais le problème est où? Il y a certains individus ici, certains de nos aînés, comme eux, ils ont dirigé ici, ils n'ont pas pu faire ce que moi j'ai fait. À cette jalousie-là maintenant, ils veulent faire révolter la jeunesse. La somme des ristournes déversées dans la caisse de la jeunesse devrait permettre à doter le quartier d'infrastructures de base pour les jeunes qui manquent pratiquement de tout. L'ancien président du bureau de la jeunesse parle de ce à quoi l'argent a servi à date. Actuellement, on a des tonnes qui sont chez les peuples. Ils sont réservés spécialement pour ça. Le jour du travail, je vais vous appeler, vous allez venir voir ça. Fassali Traoré en doute et soutient que le document présenté comme contrat ne prévoit pas la construction d'un terrain de football et de maison des jeunes. Si j'ai le plan ou une entreprise qui dira qu'il est là pour construire le stade, je peux me rassurer. Mais pour le moment, non, je doute. La crise coïncide à la nomination du nouveau président du conseil du quartier qui devrait se mettre à la tâche pour la résolution heureuse de la mésentente. Les pluies torrentielles qui se sont abattues en Guinée ces derniers temps
ont fait des dégâts sur les impactés du barrage de Soapiti dans les localités relevant des préfectures touchées par le dit barrage. Des champs, des animaux et des maisons sont inondés par la montée des eaux. Les sinistrés ont ainsi enregistré des pertes inestimables. C'est un cri de cœur plein de tristesse et de préoccupation que le président de l'Union des impactés du barrage de Soapiti lance aux autorités. Aujourd'hui, les habitants communément appelés les partiellement inondés ont perdu des champs, des animaux et des maisons à la suite des inondations intervenues pendant les grandes pluies. Des champs ont été inondés, qu'ils soient des champs de fonio, de riz, de maïs. Il y a les images, nous avons des images qui en font foi. Ça, c'est au niveau de toute la zone. En commençant par la zone de Dibreka jusqu'au niveau de Pita. Donc, dès que je vous parle de la zone de Dibreka jusqu'à Pita, c'est-à-dire Télémilé et Bangoué aussi, fait partie. Et pire aussi, la montée des eaux a menacé des maisons. Il y a des maisons aujourd'hui qui sont écroulées. Donc ces personnes-là, qu'est-ce qu'il faut faire pour eux? Il faut essayer de faire déménager, il faut essayer de construire pour eux ailleurs. C'est ce que nous demandons aux autorités compétentes. Il faut qu'ils viennent en aide aux impactés de Soapiti. À côté de la destruction des champs, plusieurs impactés qui ont subi les inondations ont fui leur maison pour aller se réfugier ailleurs. Une manière pour eux de sauver leur vie de la catastrophe. Mohamed Lamine Conté, président de l'Union des impactés, affirme que les impactés sont même menacés par des animaux sauvages à cause de la montée des eaux. Pourquoi nous parlons de sacrifier nos vies? Aujourd'hui, la montée des eaux a menacé même certains animaux. Et sans oublier aussi, il y a des tremblements de terre. Et des maisons ont commencé aussi à tomber par rapport à ces tremblements de terre. Il faudrait que vraiment, ça c'est le lieu aussi d'alerter les autorités compétentes par rapport à ces situations. Les habitants de 5 sous-préfectures relevant des 4 préfectures touchées sont concernés par cette inondation. Il s'agit de Senta et Kolé côté Télimélé, Tondon dans Dubreka, Bangouya côté Kindia et Sangarea relevant de Pita. Pour finir, dans notre rubrique consacrée à la marche de l'histoire de la Guinée, nous parlons ce soir d'Ismaël Touré, frère du président Ahmed Sékou Touré, cet homme qui a fait partie jusqu'à la fin de sa vie de tous les gouvernements sous le régime. Sékou sera exécuté en 1965 après une tentative de coup d'État contre le régime Conté. Devoir de mémoire avec Abdallah Kamara. Ismaël Touré est né à Farana. Il se forme à Paris, puis rentre en Guinée en 1950. En 1956, il siège au conseil municipal de Kankan. Ismaël est aussi élu conseiller territorial de sa préfecture natale Farana. En 1957, il dirige l'Organisation de solidarité pour les peuples d'Afrique et d'Asie, OSPA. Dès l'indépendance de la Guinée en 1958, avec à sa tête son frère Ahmed Sékou Touré, Ismaël Touré fait partir jusqu'à la fin de sa vie de tous les gouvernements, à l'exception d'une brève éclipse en 1979. Ismaël Touré devient ainsi ministre des Postes, Télégraphes et Téléphones, des Travaux publics et des Transports, du Développement économique et des Finances. En 1972, il est à la tête d'un super ministère de l'économie et des finances qui coiffe à la fois l'industrie, les mines, l'énergie, les banques, le développement et les travaux publics. Dans cette fonction, il signe en avril 1978 un protocole d'accord de non-agression entre les membres de la CEDEAO. En 1959, il est favorable à un rapprochement avec les États-Unis et d'autres pays occidentaux par opposition à Keïta Fodeba qui voit plus d'avantages à un alignement avec le bloc communiste. Cependant,
Sékou Touré conserve une position de non-alignement. Si Sékou Touré était le chef du parti centriste, Ismaël Touré était le chef du parti pro-occidental par le leader de gauche Mamadi Keïta. Après le 9e congrès du parti en 1972, Ahmed Sékou Touré reste président et lui, Lansana Béavougui, devient Premier ministre. Le premier de l'histoire de la Guinée. Ismaël Touré, lui, prend la tête du ministère de l'économie et des finances. À la mort de son frère, le président Ahmed Sékou Touré, le 26 mars 1984 aux États-Unis, Ismaël Touré se trouve en situation de rivalité avec le Premier ministre Lansana Béavougui jusqu'au 3 avril 1984, quand le colonel Lansana Conté opère un coup d'État. En 1985, après une tentative de coup d'État contre le régime Conté, plusieurs proches de Sékou Touré, dont Ismaël Touré, sont exécutés. Et voilà, c'est la fin de ce magazine à tous. Merci de l'avoir suivi. Bonne soirée à vous. Au revoir.